Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie d'Eliamine Soum, sociologue et professeur de relations internationales à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, Aboubacar Lalo, géographe et consultant en politique d'aménagement. On passe tout de suite à notre Zoom Société. Quelques 600 millions de personnes vivent sans électricité en Afrique subsaharienne. Environ 80% résident en zone rurale. Alors, de nombreux efforts ont été entrepris sur le plan de l'électrification. C'est le cas notamment du Kenya. Le pays a plus que doublé son taux d'électrification en moins d'une décennie. Plus de la moitié de la population a aujourd'hui accès à l'électricité, mais une électricité qui provient surtout de l'énergie fossile que le gouvernement veut se défaire. C'est en tout cas la volonté affichée par le Kenya qui ambitionne d'ici à 2020 de produire 100% de son énergie grâce aux énergies renouvelables. C'est un sujet signé Nelly Claude Ebessa. Le Kenya envisage atteindre en 2020 l'accès universel à l'énergie. À ce jour, le taux d'électrification du pays est de 70,3%, soit près de 7 millions de Kenyans desservis par le réseau électrique. Si le Kenya en est arrivé là, c'est grâce aux différents projets d'électrification. En effet, il a fallu d'importants investissements dans le secteur pour faire tripler le taux d'électrification national qui jusqu'en 2013 était estimé à 23%. Notre objectif est d'atteindre 100% de satisfaction de nos besoins grâce aux énergies renouvelables d'ici 2020. Dans le même temps, nous comptons porter le taux d'électrification national à 100% tout en minimisant les coûts énergétiques afin de développer notre secteur industriel. Depuis près d'une décennie, on observe au Kenya une transition dans la consommation de l'énergie fossile vers l'énergie verte. Le pays dispose d'un mix électrique essentiellement basé sur l'énergie renouvelable. Le Kenya a multiplié les investissements dans les énergies solaires, éoliennes et géothermiques. La Banque africaine de développement, la Banque mondiale ont accompagné le gouvernement kenyan dans le financement des projets de développement des énergies renouvelables à hauteur au moins de 300 millions de dollars sur les périodes passées. Bien plus, le consommateur kenyan bénéficie d'une énergie à moindre coût. Cet accompagnement et cette efficacité ont très certainement convaincu le gouvernement kenyan que la ruée vers les énergies renouvelables est la voie vers le développement. Si le Kenya ambitionne en 2020 de parvenir à une transition 100% verte, en 2030, le pays veut se transformer en un pays à revenus intermédiaires en voie d'industrialisation, ceci en augmentant par exemple sa capacité de production d'énergie solaire de 23 gigawatts. Alors, le Kenya est quand même passé à côté de son objectif qui devait être atteint en 2017, à savoir 70% de taux d'électrification. Alors, normalement, ce taux tourne autour des 56% actuellement. Néanmoins, des gros efforts ont été entrepris ces dernières années, avec un taux d'électrification passé de 23% en 2009 à 56% en 2016. Alors, même si effectivement le pays est passé à côté de son objectif, on peut dire que le Kenya demeure en bonne voie en termes d'électrification. Oui, le Kenya est en bonne voie. Moi, je pense que sans risque de me tromper, le Kenya veut innover. Et ça, c'est une grande première en Afrique. Parce que, même si de plus en plus, il y a certains pays maintenant qui sont pour justement l'exécution de ce mix énergétique. Donc entre là, par exemple, en l'occurrence, on a la géothermie, on a l'éolien, on a le solaire, voilà, et l'hydraulique aussi, parce qu'il y a quelques barrages, effectivement. Mais je pense que c'est une politique, même si à long terme, bon, peut-être il va réussir justement ce pari. J'imagine, hein, parce que de 23% à 56%, il y a quand même une sacrée marge. Oui. C'est-à-dire il y a quand même une grosse évolution. Si on prend la moyenne en Afrique, elle tourne autour de 20% hein, d'électrification. Donc si on prend tous les pays. Et là-dessus, c'est vrai, en innovant, donc en allant vers l'énergie verte, et par conséquent aussi en créant des emplois. Donc il y a des emplois verts maintenant de plus en plus. Ça va être vraiment une économie très très rentable. Je pense que ça peut compenser, même si l'énergie verte, il ne faut pas se leurrer aussi, ce n'est pas la panacée.
mais il vient en complément de ce qu'il y a, l'énergie thermique par exemple. Donc là-dessus, si on fait l'éolien aujourd'hui ou bien le solaire, ça vient en complément. Donc ça pour essayer de satisfaire les besoins de quand même plus de 50 millions d'habitants, parce qu'il faut se rendre compte que le Kenya, c'est un grand pays qui est en train de s'industrialiser de plus en plus, donc il y a un besoin quand même qui est très élevé en énergie. Oui, c'est l'échec. Le fait de ne pas avoir d'électricité, on sait que l'électricité, ça a été l'une des plus grandes révolutions du XXe siècle. Ouais. Je crois que c'est Lénine qui en parlait dans ses ouvrages où la modernité, c'est l'électricité. Vous imaginez ce que ça veut dire pour un État? La révolution industrielle, là. Oui, c'est ça, finalement. La lampe, la pile, etc., les inventions de Watt, etc., etc. Donc, c'est un échec déjà, c'est un constat d'échec. Aujourd'hui, qui prend le relais? Ce sont des groupes privés. Quand vous avez les moyens, et ça coûte extrêmement cher, hein. Si vous êtes à Nairobi, vous prenez un groupe privé et ça, vous pouvez avoir l'électricité chez vous. Sinon, vous êtes en galère. Donc, le premier constat qui est celui de l'échec. Ensuite, parce que je vais mettre un petit peu de poil à gratter, c'est qu'effectivement les énergies vertes peuvent être aussi très sales. On les présente comme la panacée. Elles ont, à partir du moment, depuis qu'il y a le feu sur Terre, il y a un processus de pollution, d'impact sur l'environnement. Après, il faut le nuancer. La construction d'un barrage, c'est un impact sur la trajectoire du sable qui va jusqu'aux plages. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, l'usage du solaire, notamment, permet le développement, on le voit sur le continent, d'être véritablement une alternative. Donc, c'est intéressant. Et puis, il y a une autre question qui se pose, c'est qu'il y a tout un tas de grands projets, notamment il y a eu un train qui rallie Mombasa à Nairobi, qui passe, alors on peut dire qu'on fait de l'énergie verte, mais qui passe sur des zones qui sont protégées, qui sont, il ne faut pas oublier que toute cette zone, hein, vous allez du bassin au Congo jusqu'au Kenya, c'est quand même avec l'Amazonie l'un des poumons de l'humanité. Hein. Bien sûr. Donc qui sont protégés, donc on peut s'interroger sur la question de afficher vert et tout en continuant une politique d'industrialisation qui a aussi un impact à la fois sur le carbone, mais aussi sur l'environnement, et qui n'est pas toujours, parce que si on parle de développement durable ou d'économie circulaire maintenant, c'est qu'il faut être soucieux du développement des populations. Il faut que les populations puissent y accéder. Il faut que ça crée de la richesse. Il faut que ça crée de la valeur. Donc ce qu'on présente comme des économies vertes sont parfois très sales. Alors, Aboubacar Lalo? Elles sont très sales. On sait que le Kenya... Pas toutes. Ça... Oui, pas toutes, effectivement. Ouais. Je sais que le solaire, non. Mais ce qui me fait peur, justement, en disant les énergies sales, c'est la géothermie. Parce que le Kenya veut innover dans la géothermie. Alors, il veut maximiser, voilà, il veut se lancer quand même dans la géothermie. Il faut rappeler, c'est quoi la géothermie, hein? C'est quand vous injectez de l'eau sous terre, donc sous un peu les profondeurs justement de la terre, donc les couches supérieures quand même. Et là-dessus, après, donc l'eau se réchauffe et vous récupérez ça sous forme d'énergie, parce que ça se réchauffe effectivement. Donc là-dessus, et on a vu le scandale du gaz de schiste, c'est pratiquement à peu près le même principe. Donc là-dessus, moi je me dis, et surtout qu'il y a énormément de parcs naturels donc, dans ces régions-là, au Kenya, et pratiquement c'est dans la vallée du Rift. Dans la vallée du Rift, il y a quand même quelques parcs naturels. Hein, des parcs zoologiques, effectivement, donc où les gens vont faire les safaris, mais c'est surtout la diversité faunistique, parce qu'il y a quand même une faune qui est là, il y a une flore qui est là, diversité faunistique, floristique, et ce qui fait que si il y a cette géothermie-là, ça deviendra effectivement donc une énergie sale qui va empiéter, qui va impacter sur effectivement donc ces parcs naturels. Et là-dessus, quand on sait justement le poids du tourisme quand même au Kenya, c'est plus de 11% ou jusqu'à 20% donc du PIB du pays, c'est quand même quelque chose. Et puis l'image même, le Kenya est associé quand même au tourisme. Donc s'il faut aller vers la géothermie par exemple, et c'est sur ce point-là que je veux me focaliser, sinon tout le reste, le solaire, oui. Alors on a quand même le sentiment que le Kenya se dirige, voilà, comme vous dites, vers la géothermie. La géothermie qui représente déjà 40% de l'électricité déjà du Kenya. Donc là, quand même un pourcentage assez énorme, Eliamine Sow. Oui, là, mais la question c'est de voir est-ce qu'il y a un mix, est-ce qu'on va mélanger les énergies. Et comme pour toutes ces questions, vous avez évoqué le gaz de schiste, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui suffisamment de recul pour savoir si ces énergies sont
réellement verte. Une fois plus, quand on dit verte, c'est que ça ne l'est jamais dans l'absolu, mais en tout cas, ça limite l'impact, notamment sur le carbone, sur les pollutions, et puis les populations aussi qui y vivent. Quand je dis les populations, c'est pas que nous autres égoïstes êtres humains, c'est, comme vous le disiez, la faune et la flore, puisque tout ça est un équilibre assez harmonieux. Après, il y a une autre question, c'est comment on donne de l'électricité aux gens. C'est facile de le dire quand on est assis chez nous ici et qu'on a l'électricité, c'est d'arriver à trouver ces équilibres entre ces solutions. Et puis, on peut aussi s'interroger sur qui sont aujourd'hui les acteurs qui poussent vers ça, parce qu'on sait que l'énergie, si vous prenez la question de l'énergie, de l'eau, l'alimentation et du déchet, c'est quand même 4 questions fondamentales qui se posent de manière accrue sur le continent africain. Alors, bien sûr, se pose la question du financement. Et d'ailleurs, le président Uhuru Kenyatta a sollicité notamment le Fonds vert pour un petit peu contribuer à cette transition vers les énergies renouvelables. Donc là aussi, on voit que quand même le Kenya est en difficulté, puisqu'on sait que le pays ne parvient à exploiter que 5 à 7% de son potentiel, en raison notamment de l'absence de financement. Oui, mais c'est parce que ça coûte cher quand même, donc ces énergies vertes. Il faut dire, le solaire, on a l'impression que oui, le solaire c'est un peu... oui, c'est beau, mais c'est cher. C'est cher à produire. Et ça ne suffit pas à beaucoup de monde. Vous voyez, au Sénégal, la centrale solaire donc, qui a été faite, c'est pratiquement une centrale solaire pour 500 000 personnes, 500 000 habitants. Lorsque vous voyez Dakar, quand même, qui a plus de 5 millions d'habitants, donc c'est comme... Mais je le dis encore une fois de plus, c'est un complément de toute façon à ne pas négliger, parce qu'il faut d'une manière ou d'une autre en arriver là. Parce que les énergies fossiles, le pétrole, etc., un jour ça va finir. Et de toute façon, c'est trop coûteux. Ça fait longtemps qu'on dit que ça va finir, mais on en a encore. Voilà, il y en a encore, mais c'est coûteux. C'est vrai. Et puis il y a le financement. Bon, le financement, ça c'est toute la grande question. Le fonds pour l'environnement, des Nations Unies pour l'environnement, effectivement. Donc, mais ils vont donner combien? Alors, effectivement, alors, de manière générale, le continent attend toujours la concrétisation des promesses qui ont été formulées déjà en 2015 à la COP21. Bah oui. Donc là, se pose la question de est-ce que le continent peut s'en sortir surtout que c'est un continent sur lequel on vient bien se servir quand on a besoin de ces ressources. Et effectivement, le retour n'est pas toujours à la hauteur. En tout cas, ce qu'on peut noter de manière un peu positive, c'est qu'effectivement, il y a une volonté d'électrifier. C'est quand même le constat d'échec sur lequel on partait au départ et que c'est aujourd'hui une nécessité. Sociologiquement, toute cette zone, que ce soit d'ailleurs l'Afrique anglophone, francophone, lusophone, est en transformation. Un smartphone, lorsqu'on est connecté toute la journée et qu'on est en train de recevoir des données, c'est l'équivalent d'un réfrigérateur de manière quotidienne en termes d'énergie. Donc forcément, il faut trouver des solutions. Quand on sait aussi les usages aujourd'hui du téléphone, sur le continent africain, ça permet de transférer de l'argent. Donc les modes de vie, les modes posent tout un tas de questions. Alors au-delà de la question énergétique, il y a la question aujourd'hui aussi de comment on réintroduit tous ces déchets pour les transformer en énergie. Et là on voit que pareil, d'un point de vue de la science, il y a tout un tas d'innovations qui sont intéressantes, mais il y a aussi des lobbies qui voudraient aujourd'hui abandonner le lobby du plastique qu'on retrouve un petit peu partout alors qu'on le voit de manière visible, et puis tout le plastique invisible qui est en train de nous polluer. Donc il y a des lobbyistes, des groupes industriels qui ne veulent surtout pas céder leur précaré, céder à d'autres alternatives. Merci. Oui, peut-être un dernier mot, Boubacar Lalo. Juste rapidement, non mais c'était un coup de gueule que je voulais faire depuis longtemps, justement sur la formidable COP21 qui a été donc, justement organisée ici à Paris. Il faut dire qu'on attendait les 100 milliards de compensation. Donc on parle de réchauffement de la Terre, etc. Et les pays, en l'occurrence les pays africains, n'ont pas encore vu justement ces compensations-là. Puisque à chaque fois on dit oui, ben, ça va, on va compenser effectivement pour le réchauffement de la Terre. Et dans nos pays, on voit effectivement toutes les conséquences. Ce sont les inondations, ce sont les températures quand même qui sont excessives. Excessives, ça il faut le dire. Voilà. Non seulement l'argent ne vient pas, mais aussi il y a le retour avec les déchets nucléaires qui viennent en Somalie, etc. Mais bon, ça nous emmènera à parler de sachant que le retour sur investissement, parfois, c'est qu'on en fait un continent poubelle. Voilà.
Donc de nombreuses questions. On aura bien sûr l'occasion de continuer ce débat dans le cadre d'une prochaine émission. Merci à tous les deux pour toutes vos précisions. Eliamine Soum, je rappelle que vous êtes sociologue et professeur de relations internationales à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Aboubacar Lalo, je rappelle que vous êtes géographe et consultant en politique d'aménagement. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain vendredi. Très bonne soirée. Merci à vous. Merci.